Sur une route de montagne gelée, dans le silence cruel de l'hiver, un minuscule chiot berger allemand a été jeté comme s'il n'avait jamais compté. La voiture était luxe, l'acte était froid, et la neige était assez profonde pour effacer la culpabilité, mais pas le destin. Un ancien Navy SEAL s'est arrêté, ne sachant pas que ce seul choix le ramènerait dans une vérité que des gens puissants voulaient enterrer. Le chiot n'a pas pleuré ou couru. Il l'a regardé, stable et sans peur, comme s'il savait déjà qui il était. Ce sauvetage a découvert des secrets, des jeux d'héritage et une sorte de mal qui se cache derrière des sourires polis et des mots légaux. Ce que personne n'attendait était ceci. La vie la plus faible est devenue le seul témoin que le pouvoir ne pouvait pas faire taire. Si cette histoire vous touche, dites-nous d'où vous regardez. Aimez cette vidéo et abonnez-vous pour plus d'histoires où la compassion change tout. Le matin est venu tranquillement, la façon dont les matins parfois venaient dans le Grand Nord quand l'hiver s'arrêtait juste assez longtemps pour laisser le soleil parler. La lumière s'est répandue sur la pente de la montagne en or pâle, s'accrochant à la neige croûtée et se dispersant en mille doux reflets. C'était beau de la manière dangereuse dont seuls les endroits froids pouvaient naître, si propre et lumineux que cela invitait à l'oubli, comme si rien de fragile n'était jamais mort ici. Reed Callahan se tenait à la fenêtre étroite de sa vieille cabane en rondin, une tasse de café noir refroidissant dans sa main. À 40 ans, il se tenait avec une sorte de calme qui venait d'années de discipline plutôt que de l'âge. Il était grand, environ 1,80 m, avec de larges épaules qui remplissaient l'embrasure de la porte même lorsqu'il se penchait. Son cadre solide mais pas encombrant, formé par un entraînement de routine plutôt que par la vanité. Son visage était rasé de près, anguleux, le genre de masculinité américaine qui n'avait pas besoin d'ornement. Des cheveux châtains foncés coupés en un undercut précis étaient nets et pratiques, jamais déplacés. Ses yeux bleus homosexuels, cependant, racontaient une histoire différente. Ils étaient enfoncés et observateurs, lourds d'une tristesse tranquille qui affleurait rarement en mots. Reed n'était pas un homme qui se précipitait pour parler. Il observait d'abord. Il écoutait plus longtemps. Quand il parlait, c'était généralement parce que quelque chose comptait vraiment. La cabane derrière lui était chaude, mais spartiate. Tout ce qui était inutile avait été retiré au fil des ans, non pas comme un choix esthétique, mais comme un instinct de survie. Les murs étaient tapissés d'étagères en pin, ne contenant que ce que Reed utilisait quotidiennement, une radio, une trousse de premier secours, du bois de chauffage soigneusement empilé et une petite photographie encadrée retournée face contre le manteau de cheminée. Près de la porte pendait une laisse enroulée et propre, son cuir adouci par des années d'utilisation. En dessous, une gamelle en métal reposait à l'envers, frottée si soigneusement qu'elle brillait. Et à côté de la gamelle, sur un simple crochet près du foyer, pendait un collier de berger allemand, en cuir noir usé et lisse sur les bords. La vie de Reed était mesurée par les absences maintenant. Le silence entre les pas, l'absence de poids appuyé contre sa jambe quand il restait immobile, l'espace vide près du feu où un grand corps chaud avait l'habitude de s'installer chaque nuit. Son chien avait été sa seule constante après qu'il ait quitté les Navy SEALs, la seule présence qui ne lui ait jamais demandé d'expliquer ce qu'il avait vu, ou pourquoi il se réveillait parfois, haletant dans le noir. Quand la maladie est venue, silencieuse au début, puis implacable, Reed l'avait combattue de la seule façon qu'il connaissait. Il a conduit pendant des heures à travers la neige et la glace jusqu'à des cliniques vétérinaires dans les comtés voisins. Il a écouté des spécialistes parler gentiment des chances et de la qualité de vie. Il a dépensé de l'argent sans le compter, marchandant silencieusement avec le destin. À la fin, il n'y a pas eu de miracle. Juste un dernier souffle, un poids familier devenu immobile, et une promesse que Reed a faite cette nuit-là près du feu, qu'il ne remplacerait pas ce qui avait été perdu. Il ne cherchait pas la rédemption. Il survivait simplement.
En fin de matinée, Reed a enfilé son haut de camouflage à manches longues et son pantalon vert à motifs assortis, le tissu épousant son corps de la manière efficace de l'équipement tactique. Une ceinture utilitaire sombre encerclait sa taille, tenant d'une petite pochette et un étui destiné à des outils plutôt qu'à des armes. Il a lacé ses bas de militaire couleur sable, les semelles usées mais fiables, et a attaché sa montre en métal au cadran noir autour de son poignet. Dehors, la journée était trop claire pour être ignorée. Il a décidé de descendre la route de montagne vers Lumen Falls pour des provisions. La route était étroite et presque vide, coupant à travers une forêt dense où des branches chargées de neige se pliaient bas sous leur propre poids. Reed conduisait régulièrement, alerte mais sans hâte, quand quelque chose devant a attiré son regard. Un véhicule de luxe, sombre, cher, déplacé, s'était arrêté sur le bas-côté. Avant que Reed ne puisse ralentir davantage, la porte passager s'est ouverte. Une petite forme a été poussée dans la neige. La porte s'est refermée. Le moteur a vrombri. La voiture a accéléré, les pneus traçant une ligne nette à travers le blanc avant de disparaître au détour. Reed s'est garé sans réfléchir. Le froid a frappé son visage comme une gifle quand il est sorti. Là, à moitié enterré près du bord de la route, se trouvait un chiot Berger Allman, seulement quelques mois selon son apparence. Le chiot était petit et maigre, sa fourrure noire et fauve agglutinée de neige, une oreille pas encore tout à fait dressée. Il tremblait violemment, les pattes repliées sous son corps, mais il n'a pas pleuré. Ses yeux ambrés se sont levés pour rencontrer ceux de Reed, clairs et stables d'une manière qui semblait bien plus vieille que son âge. « Hé !» dit Reed doucement, sa voix rauque de désuétude. Il s'est accroupi lentement, se faisant plus petit, conscient que la peur pouvait tuer aussi vite que le froid. Le chiot n'a pas reculé. Il l'a regardé, la poitrine se soulevant superficiellement, le souffle embuant l'air. Il y avait une légère indentation autour de son cou, le fantôme d'un collier qui avait été retiré trop serré. Reed a retiré sa veste et l'a enveloppé autour du chiot, le soulevant délicatement contre sa poitrine. Le corps était léger, trop léger, et froid à travers le tissu. Alors qu'il se retournait vers son camion, le chiot Iwi a fait un bruit. Pas un aboiement, mais un grognement bas et instinctif. Reed a fait une pause. Le regard du chiot était fixé non sur lui, mais sur la lisière des arbres au-delà de la route, comme si quelque chose d'invisible y traînait. Puis, tout aussi vite, il s'est détendu, pressant sa tête sous le menton de Reed. Reed est resté un long moment au milieu de la route, le souffle lent, le cœur inopinément bruyant. Les traces de pneus laissées par la voiture de luxe étaient encore visibles, des lignes sombres coupant à travers la neige. Il les a suivies du regard jusqu'à ce que le vent commence à effacer leurs bords. De retour à la cabane, Reed a travaillé méthodiquement. Il a chauffé de l'eau sur le poêle, a séché la fourrure du chiot, a vérifié ses pattes pour des engelures, a examiné ses oreilles et ses gencives. Le chiot a tout permis, faible mais docile, faisant confiance d'une manière qui a serré quelque chose de douloureux dans la poitrine de Reed. Il l'a enveloppé dans une couverture et l'a placé près du feu. Ce n'est qu'alors qu'il a remarqué ses mains trembler. Cela ne faisait pas partie du plan qu'il s'était fixé. Il avait appris douloureusement qu'aimer quelque chose signifiait risquer la perte. Il avait choisi la solitude parce qu'elle était prévisible. Et pourtant, alors qu'il regardait le petit corps se soulever et s'abaisser avec des respirations superficielles, il a senti un vieil instinct s'éveiller. Pas la préparation du soldat au conflit, mais le refus du gardien d'abandonner ce qui avait été placé sous sa garde. Environ 1 heure plus tard, le chiot a bougé. Il s'est redressé avec difficulté, les pattes vacillantes, et a traversé lentement le sol à pas feutrés. Reed a regardé comment il s'approchait du foyer et reniflé l'air, et s'est arrêté au crochet où le vieux collier pendait. Avec une délibération surprenante, le chiot a baissé la tête et l'a reposé contre le cuir. Puis, il s'est assis, pressé près du feu, et a fermé les yeux. Le souffle de Reed s'est coupé. Il n'avait pas réalisé qu'il le retenait
jusqu'à ce que sa poitrine lui fasse mal. Il n'y avait aucune logique à ce moment, rien qu'il ne puisse expliquer ou défendre. Mais cela semblait significatif de la manière dont certaines choses calmes l'étaient, comme un signal plutôt qu'une coïncidence. Plus tard cet après-midi-là, alors que les ombres s'allongeaient sur la neige, le chiot s'est levé à nouveau et a marché jusqu'à la porte d'entrée. Il a gratté légèrement 3 fois, puis s'est assis et a regardé vers les lumières lointaines de Lumen Falls en bas de la montagne. Reed a suivi son regard, une étrange inquiétude s'installant dans son estomac. Il ne savait pas pourquoi, mais il se sentait certain que ce qui s'était passé sur cette route n'était pas aléatoire, et que la petite vie dormant maintenant près de son feu avait été poussée sur son chemin pour une raison qui n'avait rien à voir avec le hasard. Cette nuit-là, Reed s'est tenu sur le porche, le froid mordant à travers ses vêtements, et a regardé une fois de plus les traces de pneus s'estompant sur la route en contrebas. Elles étaient presque disparues maintenant, lissées par la neige en dérive. Pour la première fois depuis des années, il a senti quelque chose le tirer, non pas vers le passé, mais vers l'avant, vers un monde dont il s'était éloigné. Quoi que ce fût, cela l'avait trouvé à travers les yeux d'un chiot tremblant laissé pour mourir dans le froid. Et Reed savait avec une certitude qui s'est installée profondément dans ses os que le silence ne suffirait plus. La cabane s'est réchauffée lentement. Le genre de chaleur qui s'insinuait plutôt que d'arriver, porté par le souffle régulier du poêle à bois et la légère odeur de résine de pin, alors que les bûches gelées se rendaient au feu. Reed se déplaçait dans l'espace avec une économie habituée, son corps se souvenant de routines que son esprit n'avait pas encore accepté d'accepter. Il a rempli une bassine d'eau tiède, la testant avec l'intérieur de son poignet, comme il l'avait fait autrefois avec des cantines dans des endroits bien moins indulgents que ces montagnes, puis s'est agenouillé à côté du petit chiot berger allemand, recroquevillé près du foyer. De près, l'animal paraissait plus jeune qu'il ne l'avait d'abord pensé, peut-être 3 ou 4 mois tout au plus, son cadre étroit, les côtes légèrement visibles sous le manteau noir et fauve. Une oreille se tenait à mi-chemin, têtue mais indécise, tandis que l'autre se pliait légèrement à la pointe. Ses yeux ambrés suivaient Reed avec une attention calme, qui semblait disproportionnée à sa taille, comme s'il le cataloguait plutôt que de supplier. Reed a séché sa fourrure, a vérifié chaque patte pour des dommages de gelure, a soulevé doucement ses lèvres pour inspecter des gencives pâles, et s'est finalement arrêté à la légère indentation autour de son cou. Quelqu'un y avait serré un collier une fois, assez longtemps pour laisser une mémoire dans la peau. La mâchoire de Reed s'est serrée, non de colère, mais dans quelque chose de plus froid et plus contrôlé. Il a enveloppé le chiot dans une couverture propre et l'a placé là où la chaleur était la plus forte. Puis il a reculé, les mains posées sur ses cuisses, respirant régulièrement jusqu'à ce que le tremblement dans ses doigts cesse. Il s'est dit que c'était un soin temporaire, rien de plus, de la même façon qu'il se disait beaucoup de trucs ces jours-ci. En milieu de matinée, il est descendu à Lumen Falls, le chiot sécurisé contre sa poitrine sous sa veste, se sentant plus léger et plus lourd à la fois. La ville gisait tranquille sous le soleil d'hiver, sa seule rue principale bordée de magasins fermés et d'une épicerie qui sentait les agrumes et le vieux bois. La clinique vétérinaire se trouvait à l'extrémité, modeste mais bien entretenue, une pancarte peinte à la main se balançant doucement dans l'air froid. À l'intérieur, la chaleur était plus vive, teintée d'antiseptiques et de poils d'animaux. Mara Keane a levé les yeux d'un comptoir encombré de dossiers et de seringues. Elle avait la fin de la trentaine ou le début de la quarantaine, grande et mince, avec des cheveux noirs tirés en un chignon bas, et pratique qui parlait de longues heures et de peu de patience pour la vanité. Son visage était anguleux, intelligent, adouci par des yeux qui avaient appris à donner de mauvaises nouvelles sans cruauté. Elle portait une blouse vétérinaire blanche sur un pantalon foncé et des chaussures plates, faites pour rester debout toute la journée. Quand elle a vu Reed, elle a fait un bref hochement de tête, reconnaissance sans familiarité. Lumen Falls était petite, mais pas assez petite pour poser des questions
auxquelles on ne voulait pas de réponse. Mara a examiné le chiot minutieusement, ses mouvements efficaces, son toucher ferme mais doux. Sévèrement dans sous-poids, dit-elle enfin, sa voix même déshydratée. Les niveaux de stress sont élevés, mais il n'y a aucun dommage interne que je puisse voir. Quelqu'un a retiré la micropuce. Elle a levé les yeux vers Reed, puis, un sourcil se soulevant légèrement et non maladroitement. Celui qui l'a fait savait où chercher. Reed a absorbé l'information sans commentaire, la classant comme il le faisait toujours. Il l'a remercié, a payé sans se discuter, et est parti avec des instructions pour l'alimentation et le repos. Dehors, le chiot a bougé comme si le son du trafic avait effleuré un fil intérieur. Il n'a pas paniqué. Il s'est simplement tendu, les épaules se soulevant, les yeux se rétrécissant chaque fois qu'un moteur bas et doux passait, surtout le genre qui roulait plutôt que de cliqueter. Des pneus de luxe chuchotant sur la glace. Reed a remarqué. Il n'a pas remis ce cas-là en question. Il avait appris il y a longtemps que les instincts s'annonçaient d'abord tranquillement. De retour à la cabane, l'après-midi s'est installé comme un souffle retenu. Le chiot a dormi, puis s'est réveillé, puis a dormi à nouveau, son corps se souvenant lentement de ce que ressentait la sécurité. Reed a cuisiné pour lui-même et pour lui, mesurant les portions soigneusement, résistant à l'envie d'exagérer ce que la famine avait défait. Il parlait peu, mais quand il le faisait, sa voix était basse et régulière, le ton d'un homme habitué à être entendu quand cela comptait. Alors que le crépuscule approchait, il s'est retrouvé debout près du foyer, tenant le vieux collier sans se rendre compte comment il était arrivé dans sa main. Le cuir était usé et lisse par des années d'utilisation, l'anneau métallique terne. Il l'a posé sur la corniche de pierre à côté du feu, un réflexe plus qu'une décision. Le chiot s'est réveillé, a levé la tête et a tapoté vers le foyer. Il a reniflé une fois, puis a baissé la tête et l'a reposé contre le collier, s'installant là comme si la forme l'avait attendu. Reed a gelé. Aucune pensée n'est venue expliquer le moment, aucune mémoire pour le justifier. Il a ressenti à la place une pression tranquille derrière ses yeux, un serrement dans sa poitrine qu'il a refusé de nommer chagrin. Il s'est détourné, s'occupant du poêle jusqu'à ce que la sensation passe, laissant derrière quelque chose de plus doux et de plus troublant, le sentiment que quelque chose avait été transmis d'une vie à l'autre sans cérémonie ni permission. Plus tard, quand la lumière s'était écoulée du ciel et que les étoiles précèdent près des fenêtres, le chiot s'est levé à nouveau. Il a marché jusqu'à la porte d'entrée, a gratté légèrement 3 fois, mesuré, et puis s'est assis, le regard fixé sur la vallée en contrebas. Reed l'a rejoint, suivant la ligne de son attention vers la faible lueur de Lumen Falls au loin. Le vent a changé dehors, portant avec lui un son trop subtil pour être identifié, et pendant un moment, Reed a ressenti la même alerte qu'il avait connue les nuits où le silence signifiait danger. Il l'a secoué, se disant qu'il projetait du sens sur une coïncidence. Le chiot n'a pas bougé. Il est resté là, vigilant, jusqu'à ce que Reed le ramène doucement au feu. Cette nuit-là, le sommeil est venu par fragments. Reed rêvait de routes et de traces disparaissantes de mains lâchant prise. Quand le matin est arrivé, il l'a fait sans drame, une lumière pâle filtrant à travers le verre givré. Reed est sorti, son souffle s'embrouillant, et a regardé la route. Les traces de pneus laissées par le véhicule de luxe étaient presque disparues maintenant, adoucies par la neige en dérive. Il aurait dû ressentir du soulagement. Au lieu de cela, il a ressenti une attraction, tranquille, persistante, vers tous ceux qui les avaient créés. Il ne savait pas pourquoi le chiot avait été laissé là où il était, ou qui avait décidé que sa vie était jetable. Il savait seulement que quelque chose à ce sujet n'était pas naturel, pas aléatoire, et que la petite présence stable, maintenant recroquevillée près de son feu, avait apporté plus que du froid à ses soins. Alors qu'il fermait la porte et se retournait à l'intérieur, Reed a compris qu'il avait franchi un seuil sans le remarquer, et que tout ce qui attendait au-delà ne lui permettrait pas de revenir au silence mesuré qu'il s'était construit.
La tempête a desserré son emprise 2 jours plus tard, se retirant dans les altitudes plus élevées et laissant la vallée lavée et trompeusement calme. La lumière du soleil est revenue pleinement, vive et honnête, exposant tout ce que l'Iver avait essayé de cacher. Reed a attendu que les routes soient praticables avant de charger le chiot dans son camion et de redescendre vers Lumen Falls. Le chien était plus fort maintenant, ses pas plus fermes, ses yeux plus brillants, bien qu'il s'appuyait toujours instinctivement contre la jambe de Reed chaque fois que des sons inconnus s'approchaient trop. Son pelage avait commencé à retrouver son éclat naturel, noir et fauve, captant la lumière en ligne nette, et bien qu'une oreille refusait toujours de se tenir correctement, l'inclinaison têtue lui donnait un air d'attention perpétuelle, comme s'il écoutait toujours quelque chose que lui seul pouvait entendre. Reed a remarqué la façon dont il regardait des véhicules qui passaient, calme jusqu'à ce qu'un moteur doux et cher glisse, à quel point son corps se raidissait juste assez pour être ressenti à travers la laisse. Reed n'a rien dit. Il s'est souvenu de tout. À la clinique, Marla King les a accueillis d'un hochement de tête et d'un rapide sourire, ses yeux vifs scannant déjà la démarche, la posture, la respiration du chien. « Mieux », dit-elle après un bref examen. Satisfaction gardée délibérément modeste. Pas encore hors de danger, mais mieux. Reed l'a remercié et est resté près du comptoir, feuilletant distraitement une brochure qu'il n'avait pas l'intention de lire. C'est alors que la porte s'est rouverte. L'homme qui est entré ne ressemblait pas à quelqu'un qui appartenait à une clinique vétérinaire de petite ville. Pourtant, il se tenait sans arrogance, comme s'il avait appris tôt que la richesse était plus efficace quand elle restait silencieuse. Il avait la fin de la vingtaine ou le début de la trentaine, grand et mince, avec des cheveux foncés soigneusement brossés en arrière d'un visage pensif. Ses traits étaient raffinés mais fatigués. Le genre de fatigue qui venait non pas du manque de sommeil, mais du fait de porter un poids que personne d'autre ne pouvait voir. Il portait un long manteau de laine anthracite sur un col roulé noir, des gants pliés dans une main, ses mouvements prudents, presque retenus. Au moment où ses yeux se sont posés sur le chiot berger allemand, quelque chose en lui s'est brisé. Ce n'était pas dramatique. Il n'y a pas eu de halètement, pas de ruée soudaine vers l'avant, juste un subtil élargissement des yeux, une inspiration nette qu'il n'a pas réussi à cacher, et une main qui s'est serrée réflexivement autour des gants. « Tu es vivant !» a-t-il chuchoté, plus à lui-même qu'au chien. Reed s'est redressé. Il avait déjà vu ce regard sur des soldats qui reconnaissaient une voix dans une foule, sur des hommes qui venaient de confirmer un espoir qu'ils s'étaient forcés à ne pas croire. « Vous connaissez ce chien ?» dit Reed, non pas comme une question, mais comme une observation. L'homme a hoché la tête une fois. « Son nom n'a plus d'importance, dit-il doucement, puis il s'est corrigé. « Ça comptait, ça compte toujours. Je ne peux pas le dire à voix haute encore. » Il s'est présenté comme Celeste Wren. Le nom est tombé avec plus de poids que l'homme lui-même ne semblait le vouloir. Celeste parlait avec un calme mesuré qui suggérait des années passées à choisir les mots avec soin, surtout autour de la famille. Pendant qu'il parlait, Reed l'a étudié. Le manque d'ostentation, la légère tension dans ses épaules, la façon dont ses yeux revenaient sans cesse au chien, comme pour vérifier qu'il était vraiment là. En quelques minutes, Reed a compris que ce n'était pas un simple acte d'abandon. Silas appartenait à la famille Wren, propriétaire d'un empire corporatif tentaculaire qui touchait à tout, de l'immobilier aux fonds d'investissement privés. Le testament de son père, cependant, avait été rédigé avec une spécificité inhabituelle. L'héritage n'était pas garanti par le sang seul. Il exigeait une preuve de caractère documentée par une action philanthropique soutenue. Une clause largement rejetée par les avocats de la famille comme un non-sens sentimental était centrée sur le bien-être animal. Spécifiquement les soins et la protection à long terme des animaux vulnérables. Silas avait pris cette clause au sérieux. Il avait construit un programme petit mais rigoureux sous le trust familial, finançant des refuges,
des programmes de sensibilisation vétérinaire et des initiatives de sauvetage. Le chiot berger allemand avait été enregistré dans le cadre de ce travail, ses soins méticuleusement documentés. Si l'animal mourait par négligence ou cruauté, Salah serait jugé inapte à hériter. Son frère aîné, Bishop, avait compris l'implication immédiatement. Bishop Wren n'était pas présent, mais son ombre remplissait la pièce pendant que Silas parlait. Bishop n'a pas fait rage ou menacé. Il n'en avait pas besoin. Il se déplaçait dans les marges les plus étroites de la loi, exploitant le silence et la dénégation plausible. Retirer le maillon le plus faible, l'animal aurait suffi. Il ne voulait pas que ce soit désordonné, dit Silas, sa voix stable, bien que ses mains tremblent légèrement maintenant. Juste du vinaigre. Reed a écouté sans interruption. Il n'a pas offert de sympathie. Il a offert de l'attention, ce qui était plus rare et en ce moment plus précieux. Silas n'a pas demandé le chien en retour. C'est ce qui a le plus frappé Reed. Quand Reed a finalement demandé pourquoi, le calme de Silas s'est fracturé. Parce que la prochaine fois, dit-il, les yeux baissés vers le sol, ce ne sera pas le chien. Il a expliqué que Bishop avait déjà rendu son avertissement clair, enveloppé dans la civilité et les contrats. Si le chiot retournait aux soins de Silas, il disparaîtrait à nouveau, et finalement, tout ce que Silas aimait disparaîtrait aussi. Laisser le chien où il était, vivant, protégé et hors de portée, était la seule action qui le maintenait en sécurité. Silas s'est redressé, puis se forçant à reprendre le contrôle. Il n'a pas offert d'argent, il n'a pas demandé de faveur. Il a simplement remercié Reed, sa gratitude tranquille et sans fioriture, et s'est tourné pour partir avant que sa retenue ne lui fasse complètement défaut. C'est alors que cela s'est produit. Alors que Silas atteignait la porte, le chiot a bougé. Il a avancé, se plaçant carrément devant Reed, le corps rigide, les oreilles pointées brusquement vers l'entrée. Un grognement bas a vibré à travers sa poitrine, non agressif, mais indéniablement avertisseur. La porte s'est ouverte à nouveau. Un autre homme est entré, impeccablement habillé, sa présence douce et sans prétention. Il était grand avec un visage étroit et des cheveux foncés soigneusement coiffés, les mains gantées glissées négligemment dans les poches d'un long manteau noir. Son sourire était poli, exercé et froid. Le grognement du chiot s'est approfondi. L'homme a fait une pause juste une fraction de seconde, trop longue, ses yeux se posant sur le chien avant de se lever pour lire. L'air dans la clinique a changé. Reed l'a ressenti instantanément, la vieille conscience revenant comme une mémoire musculaire. L'étranger a incliné légèrement la tête, un signe qui portait plus de calcul que de courtoisie, puis est passé devant eux vers le comptoir, son coûteux parfum coupant nettement à travers l'odeur stérile de la pièce. Le chiot n'a pas bougé tant que l'homme n'est pas parti. Silas a jeté un coup d'œil en arrière une fois, son visage pâle maintenant, et dans ce regard, Reed a vu la confirmation de tout ce qu'il venait d'entendre. Pas une menace n'avait pas besoin d'être prononcée. Reed s'est agenouillé, posant une main ferme sur l'épaule du chien, sentant la tension s'apaiser sous son toucher. Quelle que soit la ligne qui avait été franchie sur cette route de montagne était plus claire maintenant. Ce n'était pas le hasard, c'était l'intention. Et l'intention, Reed le savait, laissait toujours des traces, peu importe à quel point quelqu'un essayait de les cacher. Les montagnes n'annonçaient pas le danger. Elles ne l'avaient jamais fait. Elles le laissaient simplement se déplacer tranquillement, comme les ombres traversaient la neige au crépuscule. Reed comprenait bien ce genre de silence. C'était le silence avant que l'intention ne se révèle. De retour à la cabane, la vie s'est installée dans un rythme prudent. Le chiot berger allemand, plus fort maintenant, plus stable sur ses pattes, avait commencé à revendiquer l'espace comme s'il le cartographiait instinctivement. Il dormait près du foyer, suivait Reed de pièce en pièce avec une distance mesurée, et toujours revenait à la fenêtre avant, lorsque des moteurs passaient en dessous sur la route de montagne. Son pelage s'était épaissi, le motif noir et fauve s'affinant avec la santé,
Bien que la légère marque autour de son cou restait, un pâle rappel qu'il avait appartenu à quelqu'un qui ne le voyait pas comme un être vivant. Reed a tout remarqué sans commentaire. Il avait appris à la guerre que nommer une menace trop tôt ne faisait qu'émousser le fil de l'observation. Il a commencé à assembler des pièces comme il avait autrefois assemblé des cafards et des contingences. Le collier était le premier. Ce n'était pas une pièce d'équipement courante. Cuir cousu main, couture renforcée, le genre vendu par des chenils privés et des dresseurs spécialisés, pas des animaleries. La micropuce retirée proprement était le second. Cela exigeait des connaissances, des outils et une intention. Puis il y avait la réaction du chien au son et à l'odeur. Pas la peur des véhicules en général, mais une tension précise lorsque certains moteurs passaient, doux et silencieux, associés à une trace de parfum coûteux superposé à l'huile et au cuir. Les animaux se souvenaient de ce que les humains effaçaient. Reed n'a pas enquêté de la manière dont les films aiment imaginer les enquêtes. Il n'a pas confronté. Il n'a pas posé de questions qui résonneraient aux mauvaises oreilles. Il s'est simplement souvenu. Et quand la mémoire a commencé à former un motif, il l'a laissé reposer jusqu'à ce qu'elle se durcisse en certitude. L'adjoint Hank Mercer est passé un après-midi sous prétexte de vérifier les conditions routières. Hank était un homme imposant à la fin de la quarantaine, son uniforme d'hiver légèrement détiré aux coutures, son visage pris en permanence entre une moue et un sourire. Il se tenait avec la patience fatiguée de quelqu'un qui avait passé des années à arbitrer des disputes sur des clôtures et des plaintes de bruit plutôt que des crimes qui faisaient des gros titres. Ses cheveux s'éclaircissaient, ses joues rougies par le froid, et ses yeux, gentils, alertes, manquaient très peu. Il n'a pas regardé le chien directement quand il est entré, ce qui a dit plus à Reed que s'il l'avait fixé. « Entendu que vous avez recueilli un errant », dit Hank avec désinvolture, frottant ses mains l'une contre l'autre près du poêle. Reed a hoché la tête une fois. Ils ont parlé de choses sans importance pendant plusieurs minutes. Couches de neige, provisions, une glissière de sécurité cassée sur la route. Ce n'est que lorsque Hank s'est levé pour partir qu'il a baissé la voix. Certains noms craignent des problèmes, juste en étant prononcés, dit-il, ne rencontrant pas le regard de Reed. Vous le savez déjà, n'est-ce pas? Reed a rencontré son regard, puis Hank a soupiré, un calme acquiescement passant entre eux. Il n'a pas offert d'aide directement. Dans les petites villes, l'aide était souvent donnée de côté. C'était suffisant. Ce soir-là, Reed a fait quelque chose de délibéré. Il a posté un bref message dans un groupe en ligne local. Ces mots choisis avec soin, dépouillés d'urgence et de détails. Recherche ancien propriétaire d'un chiot berger allemand trouvé pendant la dernière tempête. Dossier vétérinaire disponible. Pas de photos, pas d'informations de contact au-delà d'une demande de message générique. Ce n'était pas une annonce, c'était un signal. Reed avait appris il y a longtemps que les pièges n'avaient pas besoin de ressembler à des pièges pour fonctionner. La réponse a été immédiate et révélatrice. Des voisins inquiets ont posé des questions douces. Un bénévole de refuge a offert son aide. Puis, il y a eu le silence. Pas l'absence d'intérêt, mais la présence de quelque chose qui regardait. La nuit est tombée tôt. Le vent s'est levé juste assez pour agiter les arbres. Reed a éteint les lumières et a laissé la cabane reposer dans l'obscurité. Le feu s'est réduit à une faible lueur. Il s'est assis à table, le dos droit, les mains reposant facilement, chaque sens tendu vers l'extérieur. Le chiot se tenait près de la porte, le corps aligné, les oreilles pointées vers l'avant. Il n'a pas aboyé. Il n'a pas gémi. Il a simplement regardé la fenêtre, le souffle lent, les muscles tendus sous son pelage croissant. Quelque temps après minuit, un mouvement a traversé le bord de la clairière. Reed l'a vu comme un changement d'ombre plutôt qu'une forme. Des pas ont crissé doucement, délibérément, s'arrêtant juste au-delà de la portée du clair de lune. Le chiot s'est raidi, mais n'a pas fait de bruit. Reed n'a pas bougé. Il a compté les respirations, écouté le vent, la forêt, la route lointaine.
Quiconque se tenait là ne s'est pas approché. Ils n'ont pas testé la porte. Ils ont attendu assez longtemps pour confirmer quelque chose, puis se sont retirés de la même manière qu'ils étaient venus. Reed est resté immobile pendant plusieurs minutes après que le son se soit estompé, longtemps après que ses muscles aient commencé à faire mal. Quand il s'est finalement levé et a vérifié le périmètre, il n'a rien trouvé d'évident. Pas de branches et pas de neige perturbée près de la cabane elle-même. Le matin a révélé ce que la nuit avait caché. Une empreinte de bottes partielles près de la lisière des arbres, une semelle coûteuse, des bords nets, un fil de fibre de cuir foncé accroché à une branche basse, le genre utilisé dans des gants haut de gamme et à moitié enterré sous une congère où quelqu'un s'était accroupi, un petit appareil noir, pas plus grand qu'une boîte d'allumettes. Reed l'a tenu entre des doigts gantés, prenant soin de ne pas le perturber davantage. Un traceur GPS de qualité commerciale, non militaire, non amateur, quelque chose conçu pour suivre sans être vu. Il est resté là longtemps, le chiot à ses côtés, sa tête légèrement inclinée, comme s'il considérait l'objet avec la même gravité. Reed n'a ressenti aucune vague de colère, aucune montée d'adrénaline, seulement de la clarté. Le silence avait été brisé, et le silence, une fois brisé, ne retrouvait jamais sa forme originale. Il a jeté le traceur avec soin, loin de la cabane, puis est retourné à l'intérieur et n'a rien fermé à clé. Il voulait que quiconque regardait croie que rien n'avait changé. Cet après-midi-là, la neige a recommencé à tomber, légère et persistante, effaçant les empreintes aussi vite qu'elles se formaient. Reed a nettoyé son équipement, aiguisé sa conscience et a attendu. L'appel est venu juste avant le crépuscule. La voix de Silas Wren était tendue, dépouillée de son contrôle habituel. « Ça bouge plus vite que je ne le pensais », dit Silas sans saluer. « Mon frère ferme des comptes, annule des programmes. Il essaie de retirer tout ce qui pourrait être utilisé comme levier. » Reed a fermé les yeux brièvement. Il s'y était attendu. Il pense que s'il agit assez vite, il ne restera rien à remettre en question. Silas a continué, la peur se rapprochant maintenant. S'il finit cela, il n'y aura plus aucune raison de continuer à faire semblant. Reed a regardé le chiot, observant maintenant la neige qui tombait avec une concentration tranquille. « Il ne veut pas de traces, » dit Reed. Silas a expiré en tremblant. « Non, » a-t-il acquiescé, et il n'a jamais considéré les êtres vivants autrement. Reed a terminé l'appel sans promesse. Il n'avait pas besoin d'en faire. La montagne avait déjà choisi son camp, et elle ne favorisait pas ceux qui croyaient que le silence signifiait la sécurité. Alors que la nuit s'installait à nouveau, Reed s'est tenu à la fenêtre. Le chiot à ses talons, tous deux face à l'obscurité. Tout ce qui avait commencé avec une vie jetée sur une route gelée avait développé des dents, et Reed savait avec la même certitude qu'il l'avait autrefois guidé à travers un terrain hostile, que le prochain mouvement ne viendrait pas avec un avertissement. Bishop Wren n'est pas arrivé avec du drame. Il est arrivé comme les hommes comme lui le faisaient toujours, tranquillement, proprement, ne laissant aucune trace évidente de perturbation derrière. Reed l'a vu pour la première fois un après-midi clair quand la neige s'était durcie en une croûte caissante et que la route de montagne était exposée et honnête. Un SUV de luxe noir s'est arrêté au bord de la clairière sous la cabane, son moteur tournant au ralenti avec un son trop doux pour l'endroit. Bishop est sorti seul. Il avait la fin de la trentaine, grand et mince, sa posture détendue d'une manière qui suggérait la confiance plutôt que le confort. Son visage était étroit, bien composé, avec des pommettes saillantes et une bouche qui souriait facilement, mais jamais entièrement. Les cheveux foncés étaient peignés en arrière avec un soin méticuleux, pas un brin déplacé malgré le vent. Il portait un long manteau de laine noire taillé à la perfection, des gants foncés serrés sur ses mains, des bottes polies intactes par la boue ou une neige. Tout en lui parlait de contrôle, d'un homme qui croyait que le monde répondait le mieux lorsqu'il était manipulé, doucement mais fermement. Ses yeux, d'un gris ardoise froid, ont scanné la cabane avec un intérêt poli avant de se poser sur Reed.
Reed a observé depuis le perch, immobile. Le chiot se tenait maintenant à ses côtés, presque assez stable pour passer pour sain, son pelage noir et fauve s'épaississant de jour en jour. Une oreille était toujours légèrement inclinée, mais sa posture était ferme, son corps aligné vers le visiteur avec une attention indubitable. Bishop a souri en s'approchant, s'arrêtant à plusieurs pieds du porche, comme s'il respectait une frontière invisible. Monsieur Callahan, dit Bishop, sa voix douce, mesurée, portant juste assez loin pour être entendu sans effort. Merci d'avoir accepté de me voir. Reed n'avait rien accepté, mais il a laissé la phrase passer. Bishop a tendu la main. Reed ne l'a pas prise. Le sourire n'a pas faibli. Je ne vous prendrai pas beaucoup de votre temps, a continué Bishop. Je crois comprendre que vous êtes récemment entré en possession de quelque chose d'égaré. Son regard est tombé brièvement sur le chien, puis s'est levé à nouveau, évaluant. J'aimerais rendre cette situation plus facile pour toutes les personnes impliquées. Bishop a parlé de compensation dans l'abstrait, ne nommant jamais de chiffres, seulement des possibilités. Assistance, don, un geste de bonne volonté qui pourrait améliorer la vie de Reed de manière tangible. Il l'a présenté comme de la courtoisie, pas un achat. Reed a écouté sans interruption, son expression inchangée. Quand Bishop a fini, Reed a répondu simplement « non ». Le mot est tombé plat, sans ornement. Les yeux de Bishop se sont légèrement aiguisés, la curiosité cédant la place au calcul. « Je ne pense pas que vous compreniez, dit Bishop, toujours poli. Les situations comme celle-ci ont une façon d'escalader. Je détesterais que l'inconvénient se transforme en malheur. » Il n'a pas menacé. Il n'en avait pas besoin. L'implication s'est assise entre eux, propre et sans effusion de sang. Le chiot a bougé puis avançant jusqu'à ce qu'il se tienne carrément entre Reed et Bishop. Son corps n'a pas bondi. Ses dents ne se sont pas montrées. Il a simplement planté ses pattes dans la neige et a levé la tête. Les yeux fixés sur Bishop avec une concentration qui rendait l'air plus lourd. Un grognement bas a vibré à travers sa poitrine. Pas fort, pas frénétique, mais délibéré. Bishop a hésité. C'était une petite chose, à peine perceptible, mais Reed l'a vu clairement. L'homme qui croyait que tout pouvait être géré n'avait pas tenu compte d'un animal qui ne reconnaissait pas son autorité. Bishop s'est rapidement rétabli, riant doucement comme s'il était amusé. « Les animaux peuvent être imprévisibles, dit-il, faisant un petit pas en arrière. Profitez de votre après-midi. » Il s'est retourné et est parti sans un mot de plus, le SUV s'éloignant quelques instants plus tard, laissant la clairière exactement telle qu'il l'avait trouvée. La rencontre s'est terminée sans voix élevée ni conflit visible. Mais Reed a ressenti le changement immédiatement. Des lignes avaient été tracées. Cette nuit-là, la montagne semblait plus proche, l'obscurité plus attentive. Reed a dormi légèrement, les bottes près du lit, le chiot recroquevillé contre la porte, comme s'il avait assumé une garde qu'il ne savait pas comment abandonner. L'accident est survenu le lendemain matin. Reed descendait le chemin vers la ville, le chiot sécurisé sur le siège passager, quand la route s'est rétrécie brusquement près d'une chute abrupte. Le ciel était clair, la surface trompeusement stable. Reed a remarqué l'autre véhicule dans son rétroviseur quelques instants avant qu'il n'accélère, réduisant la distance trop rapidement pour une coïncidence. L'impact n'était pas direct. Il n'avait pas besoin de l'être. Une faute poussée sur le panneau de costade arrière a suffi à envoyer le camion de Reed glisser latéralement vers le bord. Les pneus hurlant contre la glace qui a cédé sans avertissement. Le temps s'est fracturé en fragments. Reed a corrigé instinctivement, les mains stables, le corps détendu. Le camion a fait un tête-à-queue, l'élan le portant vers une section de route où la couche de neige au-dessus avait commencé à craquer. Il l'a vu alors, le subtil changement dans le surplomb, la façon dont la lumière changeait à mesure que le poids se redistribuait. Le chiot a aboyé une fois, sec et urgent, puis a bondi à travers le siège, tapant la poitrine de Reed avec une insistance frénétique.
Reed s'est détaché sans réfléchir, poussant la porte ouverte alors que le camion dérapait jusqu'à l'arrêt. Ils ont touché le sol durement, roulant dans la neige juste au moment où le son est venu. Un craquement profond et tonitruant suivi du rugissement de la glace et de la roche qui s'effondrait. Le surplomb a cédé, enterrant la route où le camion avait été quelques secondes auparavant. Ils sont restés là, le souffle haletant, la neige piquant la peau exposée. Le chiot a grimpé en premier, se pressant contre Reed, gémissant doucement, puis est tombé silencieux, les oreilles pivotant en arrière vers la chaussée détruite. Reed s'est mis à genoux, regardant l'épave. L'autre véhicule avait disparu. Pas de témoins, pas de preuves, juste l'absence. Alors qu'il remontait la montagne à pied, Reed a senti quelque chose se mettre en place avec une clarté troublante. Bishop ne l'avait pas testé. Il avait mesuré le risque. Et maintenant Reed comprenait la vérité sous la politesse, sous la légalité. Bishop ne craignait pas la loi. Les lois pouvaient être tordues, retardées, enterrées. Ce qu'il craignait, ce qui l'avait fait hésiter même brièvement, c'était le chien, une variable vivante, un témoin qui ne pouvait être soudoyé, intimidé ou raisonné, une présence qui réagissait honnêtement au danger. Cette réalisation est restée avec Reed longtemps après qu'ils aient atteint la cabane, longtemps après qu'il ait vérifié le chiot pour des blessures, et n'en ait trouvé aucune au-delà de quelques éraflures. Le pouvoir, il l'a compris maintenant, dépendait de la prévisibilité, et rien n'effrayait plus des hommes comme Bishop que quelque chose de vivant qui refusait de se comporter comme prévu. Reed n'a pas escaladé. Il n'a pas menacé ni riposté. Il a choisi une voie plus lente, plus durable, une qui exigeait patience et témoin. Dans les jours suivant l'accident mis en scène, lui et Silas se sont rencontrés discrètement. Jamais deux fois au même endroit, parlant dans des pièces qui portaient l'odeur du café et du vieux papier plutôt que de la peur. Silas semblait plus mince qu'avant, son manteau sur mesure pendant un peu plus lâche sur sa silhouette, le calme prudent qu'il portait, commençant à se fissurer autour des yeux. Il était toujours méticuleux, les cheveux brossés en arrière, le col droit, mais quelque chose avait changé. Il n'essayait plus de disparaître dans la politesse. Il se préparait à se tenir debout. Ils ont organisé des preuves comme Reed organisait autrefois des patrouilles, des lignes nettes, des redondances, rien de tape à l'œil. Mara Keane a gardé les dossiers vétérinaires scellés et impeccables. Des tableaux de poids montrant une privation soudaine, des photographies documentant l'indentation du collier, des orodatages de scans de retrait de puces qui prouvaient une main exercée. Elle était précise et non romantique à ce sujet, son visage anguleux fixé dans une concentration calme, sa voix stable alors qu'elle étiquetait les dossiers. La vérité fonctionne mieux quand elle est ennuyeuse, dit-elle une fois, glissant un dossier dans un placard verrouillé. Le drame donne au menteur quelque chose derrière quoi se cacher. Hank Mercer, qui avait passé des années à arbitrer des disputes qui n'arrivaient jamais au tribunal, a rouvert des dossiers qu'il avait appris à méfier. Il est devenu plus silencieux à mesure que des motifs émergeaient, des accidents près de 6 d'investissement, des rapports rejetés par manque de témoins, des chronologies qui se pliaient juste assez pour passer pour une coïncidence. Les larges épaules de Hank semblaient plus lourdes maintenant. Sa gentillesse s'était aiguisée en résolution. Il n'a pas parlé de Bishop par son nom. Il n'en avait pas besoin. Ils ont tout porté aux enquêteurs de l'État sans annonce. Pas de presse, pas de pause, juste des boîtes de détails corroborés. Reed a regardé l'enquêtrice principale, une femme âgée aux cheveux gris acier coupés courts et une posture qui suggérait de longues heures debout plutôt qu'assise, feuilleter les dossiers. Elle a posé peu de questions. Elle a posé les bonnes. Quand elle a levé les yeux, son regard s'est attardé, non sur Reed ou Silas, mais sur les photographies du chien. « Témoin vivant », dit-elle tranquillement. « Les gens oublient qu'ils comptent. » La réunion de la ville était prévue pour un jeudi soir, le genre de rassemblement
qui concernait habituellement les budgets de déneigement et les réparations scolaires. La salle communautaire s'est remplie tôt, des manteaux drapés sur les chaises, des bottes tapant pour réchauffer les orteils. Reed est arrivé tard et a pris place près de l'arrière avec le chien à ses talons, maintenant assez fort pour rester immobile sans instruction. Son pelage noir et fauve brillait sous les lumières fluorescentes. Une oreille toujours penchée, comme s'il préférait l'écouter plutôt que de se tenir debout. Salah s'était assis près de l'avant, les mains croisées, la mâchoire serrée, les yeux fixés droit devant. Mara était appuyée contre un mur latéral, les bras croisés. Hank se tenait près de la sortie, faisant semblant de compter les gens, tout en observant réellement la pièce. Bishop Wren est entré comme s'il possédait l'air. Il portait un costume sombre sous un manteau de laine qui lui allait comme une seconde peau, des gants soigneusement rangés. Son visage était composé, son sourire doux. Il a salué les gens par leur nom, les a remerciés d'être venus, a parlé d'investissement et d'emploi avec une chaleur exercée. Quand il a pris le microphone, la pièce s'est calmée. Il a parlé de stabilité, de malentendus, de l'importance de ne pas laisser la rumeur éroder la confiance. Sa voix était mesurée, raisonnable. Il n'a pas menti ouvertement. Il n'en avait pas besoin. Reed a regardé le chien. La posture des animaux a changé subtilement à mesure que Bishop bougeait, les épaules carrées, le poids en avant, l'attention se rétrécissant. Pas de peur, de la concentration. Bishop a gesticulé en parlant. Les paumes ouvertes, une performance de transparence. Puis, à mi-phrase, il a fouillé dans la poche intérieure de sa veste. Le chien a réagi instantanément, avançant, la tête se levant, un son bas se formant. Pas un grognement, pas un aboiement, mais une vibration qui a attiré les yeux avant que les oreilles ne la captent. Une ondulation a traversé la foule. Bishop a fait une pause, la main toujours dans la poche, le sourire figé une fraction de seconde trop longtemps. Des volontaires de la sécurité, en fait des pompiers de la retraite, et un ancien entraîneur scolaire se sont rapprochés par instinct. L'un d'eux, un homme large avec une barbe grise et une expression qui avait vu trop de bagarres de vestiaire pour être trompé par le calme, a levé la main. « Monsieur, dit-il doucement, pourriez-vous nous montrer ce que vous avez là? » Bishop a ri doucement, retirant sa main comme s'il était amusé par l'interruption. L'objet est venu avec un petit appareil non marqué, noir mat, les bords usés et lisses par la manipulation. Pas un téléphone, pas un stylo. La pièce est devenue très silencieuse. L'enquêtrice de l'État s'est avancée de l'allée, son badge visible maintenant. « Nous prendrons cela, » dit-elle, la voix égale. Le sourire de Bishop n'a pas atteint ses yeux alors qu'il a rendu l'appareil. La tension du chien s'est apaisée, mais n'a pas disparu. Il est resté alerte comme s'il mémorisait le moment. Ce qui a suivi ne ressemblait pas à une victoire. Il n'y a pas eu d'acclamation, pas d'accusation criée à travers la salle. Il y a eu une lecture de faits, la présentation de chronologie, le lien soigneux de dossiers qui devaient rester séparés. Les cœurs ouverts de Hank ont trouvé leur place. Les dossiers de Mara ont parlé sans fioriture. Silas s'est levé quand on lui a demandé de parler, sa voix stable au début, puis se brisant, non par peur, mais par soulagement. Il n'a pas accusé son frère. Il a décrit son travail, les conditions du trust, les tentatives de le démanteler discrètement. Il a nommé le coup du silence. Quand il a fini, la pièce a retenu son souffle. C'était le réaccrochage, bien que personne ne l'aurait appelé ainsi, le moment où une ville a réalisé que la vérité n'avait pas besoin de volume pour être entendue. Elle avait besoin d'espace. Silas s'est assis en tremblant, les mains pressées l'une contre l'autre, comme en prière. Des larmes ont glissé sans honte. Il ne pleurait pas parce qu'il avait gagné. Il pleurait parce qu'il avait finalement cessé de se cacher. Bishop n'a pas protesté. Il a hoché la tête comme pour reconnaître une mauvaise communication. Le contrôle, quand il échouait, se retirait derrière la dignité.
Il a quitté la salle avec son manteau toujours parfaitement aligné, son dos droit. Dehors, la neige a recommencé, légère et persistante, n'effaçant rien rapidement. La réunion s'est terminée sans applaudissements. Les gens s'attardaient dans petits groupes, parlant doucement, se recalibrant. Reed est resté près de l'arrière, le chien à ses côtés, sentant le poids de l'attention qu'il ne cherchait ni ne refusait. Mara a croisé son regard et a fait un petit hochement de tête. Hank a ouvert la porte et a laissé entrer l'air froid. Un redémarrage délibéré. Celis a alors approché Reed, son visage pâle mais ouvert. Il ne l'a pas remercié. Il a posé brièvement d'une main sur l'épaule du chien, les yeux se fermant le temps d'un battement de cœur, et a expiré. Plus tard, marchant chez lui à travers la neige qui tombait, Reed a compris quelque chose qu'il lui avait fallu des années pour accepter. Les communautés ne guérissaient pas par la seule confrontation. Elles guérissaient quand suffisamment de gens choisissaient de regarder la même chose en même temps. Le chien trottait à ses côtés, les pas sûrs, le souffle régulier. Les êtres vivants, pensa Reed, étaient les plus difficiles à contrôler. Et c'était leur pouvoir. L'enquête n'est pas arrivée avec des sirènes. Elle est venue de la manière dont la vérité hivernale arrivait toujours dans le Nord. Silencieuse, méthodique, inévitable. Des véhicules d'État sont arrivés à Lumen Falls sur 3 matins consécutifs, leurs plaques inconnues, leurs conducteurs sans hâte. Des dossiers sont passés de bureaux qui s'étaient habitués à la poussière à des tables où les questions étaient posées 2 fois et répondues 1 fois. Des comptes ont été signalés et gelés. Des projets de coquilles ont perdu leur financement à mi-phrase. Des contrats qui s'étaient appuyés sur le silence n'en ont trouvé aucun. Bishop Wren n'a pas fait de discours. Il n'en avait pas besoin. Le pouvoir, une fois exposé à la lumière du jour, a appris la forme de ses propres limites. Silas est resté en ville pendant tout cela. Il avait l'air différent sans la retenue exercée, toujours grand et prudent dans ses mouvements, toujours soigné dans sa tenue, mais plus doux autour des yeux. Ses cheveux n'étaient plus parfaitement coiffés chaque matin. Quelques mèches tombaient, comme s'il avait décidé que le contrôle, comme la peur, pouvait être déposé. Il a passé ses journées dans des bureaux empruntés et des salles communautaires, écoutant plus que parlant, les mains croisées alors que les gens lui racontaient ce que les hivers leur avaient pris. Il a appris des noms. Il a appris des routines. Il a appris où l'aide avait manqué et pourquoi. Quand les papiers ont finalement été signés, le nouveau fonds ne portait aucun blason familial. Il était simplement appelé le Fonds d'hiver de Lumen Falls. Sa charte était simple. Sauvetage d'animaux pour les vulnérables et soutien pour ceux qui vivaient seuls, là où le froid pouvait rendre de petits problèmes mortels. Pas de communiqué de presse, pas de cérémonie, juste du travail. Reed est retourné à la cabane alors que la vallée exhalait. La route était dégagée, les arbres se tenaient plus légers sans leur fardeau de neige. À l'intérieur, l'espace semblait changer. Pas hanté, mais réceptif. Il a fendu du bois et l'a empilé avec soin. Il a nettoyé le foyer et laissé les cendres minces. Le chiot, n'étant plus un chiot dans aucun sens significatif, avait grandi en lui-même, les épaules s'élargissant, la démarche confiante. Son pelage noir et fauve captait la lumière du matin comme une carte de chaleur. Il dormait près de la porte maintenant, non pas comme un garde entraîné par commande, mais comme un choix fait quotidiennement. La nuit, il écoutait le vent et ajustait sa position pour bloquer les courances d'air, une chorégraphie instinctive de soins. Reed a décroché le vieux collier de son crochet et l'a tenu un long moment. Le cuir était usé et lisse là où les doigts l'avaient rongé de chagrin. Il ne l'a pas rangé, il ne l'a pas laissé cacher, il l'a raccroché à côté de la porte, non pas comme un autel à la perte, mais comme un marqueur, preuve que l'amour pouvait être placé sans être enterré. Le nouveau chien l'a regardé avec une attention tranquille qui n'était ni curiosité ni jalousie. Il avait simplement accepté la vérité de l'objet, puis s'est retourné vers la fenêtre. La montagne se reflétait faiblement dans ses yeux.
En milieu de matinée, des visiteurs sont arrivés, pas des foules. Un à la fois. Mara est venue en premier, son manteau saupoudré de neige, son visage anguleux adouci par un rare sourire. Elle s'est agenouillée pour vérifier les oreilles et les articulations du chien. L'habitude professionnelle cédant la place à l'affection. « Fort, dit-elle, satisfaite. Vous avez bien fait pour lui. » Hank s'est arrêté ensuite, les bottes boueuses, chapeau à la main. Il est resté sur le porche plus longtemps que nécessaire, regardant la vallée. « Les choses seront plus calmes pendant un certain temps, dit-il. Le calme peut être bon. » Reed a hoché la tête. Le calme lui avait appris à écouter. Silas est venu en début d'après-midi seul. Il se tenait juste à l'intérieur de la porte, incertain un instant où placer ses mains. Ses yeux se sont attardés sur le chien, puis sur le vieux collier. « Je voulais dire au revoir, dit-il, la voix stable mais basse. Reed a compris ce qu'il voulait dire. Silas s'est agenouillé, posant une paume sur l'épaule du chien. L'animal s'est penché dans le toucher avec une acceptation calme, les yeux se fermant brièvement. Silas a inspiré brusquement, puis a souri petit et sincère. « Je ne pense pas que je me sois jamais permis de croire qu'il serait en sécurité sans moi, dit-il. Il s'avère que la sécurité n'est pas la propriété. » Reed n'a rien dit. Il n'avait pas besoin de le faire. Silas a laissé une simple enveloppe sur la table. Pas de l'argent, mais des documents confirmant les premières subventions du fonds. « Si jamais vous en avez besoin, dit Silas, pas parce que vous l'avez sauvé, parce que vous nous avez montré comment. » Alors que le crépuscule approchait, la montagne a changé de couleur. Le bleu s'est approfondi en violet. Reed et le chien ont marché sur le sentier de la crête, les bottes crissant légèrement, les pattes laissant des empreintes qui s'estomperaient le matin. Le vent portait l'odeur propre du pain et de la terre dégelante. Reed a ressenti la douleur dans ses épaules, la bonne douleur du travail accompli, non porté. Quand ils sont rentrés, le chien s'est installé au seuil, la tête haute, les yeux suivant le temps, une sentinelle tranquille pour une maison qui respirait maintenant. La nuit est venue doucement. Reed a versé du café et s'est tenu près de la fenêtre, regardant les étoiles apparaître là où il y avait eu des tempêtes. Il a pensé à la route, à la vie jetée, à la façon dont l'intention avait essayé de passer pour de l'inévitabilité. Il a pensé à la communauté, comment elle se formait non pas par des discours, mais par suffisamment de gens choisissant de regarder. Le chien s'est déplacé à l'intérieur, un son de contentement plutôt que de vigilance. Le matin, le gel a bordé l'herbe d'argent fin. L'aube a gravi la pente sans hâte. Reed est sorti, son souffle fumant, et a senti la journée le rencontrer à mi-chemin. Derrière lui, des griffes ont cliqué doucement sur le bois. Il a souri juste une fois. La cabane avait retrouvé son son. Il y a des êtres, a compris Reed, qui ne viennent pas pour être sauvés. Ils viennent pour guider, non pas bruyamment, non par la force. Ils se tiennent entre le mal et l'espoir assez longtemps pour qu'un humain se souvienne du chemin qu'il a oublié qu'il connaissait. Et quand la lumière atteint enfin la montagne, ils sont déjà là à attendre. Parfois, le miracle n'est pas le tonnerre du ciel, mais une petite vie placée au bord de l'hiver, chronométrée si parfaitement, cela ressemble à une empreinte digitale de Dieu. Un chiot jeté sur une route gelée est devenu une boussole vivante, ramenant un homme qui avait appris à survivre vers le monde qu'il était né pour protéger. Et peut-être est-ce ainsi que le Seigneur agit souvent dans les jours ordinaires, non pas en enlevant la tempête, mais en envoyant un compagnon tranquille à travers elle, pour qu'un cœur se souvienne comment battre avec un but. Encore une fois, si vous regardez ceci en portant votre propre saison froide, souvenez-vous de ceci. La miséricorde de Dieu peut arriver enveloppée dans les choses les plus simples. Un appel téléphonique inattendu, un étranger gentil, les yeux stables d'un animal, une petite chance de faire la bonne chose. La sainteté ne se trouve pas seulement dans les églises. Elle se trouve dans les cuisines où vous choisissez la patience, sur les trottoirs où vous choisissez la compassion, dans les soirées où vous choisissez le pardon au lieu de l'amertume.
L'amour est une décision quotidienne et chaque décision quotidienne peut devenir une porte pour la grâce. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez et quel miracle, grand ou petit, vous avez été témoin dans votre propre vie. Et si vous voulez plus d'histoires où la gentillesse gagne et la lumière revient, abonnez-vous à la chaîne et restez avec nous. Que Dieu vous bénisse, vous garde au chaud en corps et en esprit, et vous guide doucement à travers chaque hiver, jusqu'à ce que votre propre aube arrive.